La France Insoumise n'est pas un parti islamiste, évidemment. Par contre, on peut vraiment interroger cette indulgence un petit peu troublante envers l'islamisme. Je suis Adrien Matou, je suis journaliste politique à Marianne où je suis notamment la gauche et je suis là parce que j'ai écrit un essai qui sort le 7 octobre aux éditions du Rocher qui s'appelle Mélenchon, la chute. Alors au départ c'était plutôt un travail de pure analyse, on m'a contacté, c'était au printemps, été 2018, donc je devais tout simplement suivre la France Insoumise qui était un mouvement fascinant à bien des égards, et du coup l'idée c'était juste d'examiner quelles problématiques se posait la France Insoumise, quels étaient les courants d'idées, comment le mouvement fonctionnait, quels étaient les défis qui se posaient à la France Insoumise, mais en fait vu que pendant que je faisais ce travail-là d'analyse et de rencontres de personnalités de la France Insoumise, le mouvement a eu des graves problèmes, des dysfonctionnements, des départs, et puis un échec électoral cinglant aux élections européennes. Donc finalement, j'avais pas prévu d'écrire un livre qui s'appelait Mélenchon, la chute, mais de fait, vu qu'il y a eu chute électorale et chute au sein du mouvement, j'ai choisi cet angle-là, qui est donc d'expliquer, pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément suivi tous les méandres de la vie de la France Insoumise entre 2017 et 2020, d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est mal passé pour la France Insoumise. Alors je ne dirais pas qu'il y a de moments précis de rupture entre Mélenchon et le peuple, même si le mot est peut-être un peu fort. Je dirais que ça a été progressif. L'acmé du Mélenchon populiste, c'est l'entre-deux-tours de 2017 où il refuse de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Là, on a vraiment le sommet de la posture populiste où Mélenchon n'a pas peur de contredire ce que, entre guillemets, le système et surtout la gauche lui demanderait de faire. Ensuite, la rupture, elle s'est faite en plusieurs temps. Le premier temps, ça a été le choix stratégique progressif qui s'est fait plutôt vers le printemps, l'été 2018, de dire on va tenter de revenir séduire les électeurs de gauche, on va tenter de reparler un petit peu le langage du nom de la gauche sans totalement l'assumer. Ça a été le premier moment un petit peu d'éloignement. Ça s'est matérialisé au sein du mouvement par des départs, notamment il y a eu deux départs qui ont été marquants, c'était le départ de Georgi Kuzmanovic puis de François Coq, qui étaient les tenants les plus intransigeants de la ligne souverainiste populiste. Ensuite, il y a eu l'épisode des perquisitions, qui a peut-être moins de signification politique, mais qui, on le voit dans les études d'opinion, a quand même complètement détérioré l'image de Jean-Luc Mélenchon auprès d'une grosse partie de la population. Et ensuite, il y a eu le crash des européennes, qui est un petit peu le résultat de ces différents événements, c'est-à-dire qu'il y a le tournant politique qui se matérialise par le choix de Manon Aubry en tête de liste. Manon Aubry, c'est vraiment l'incarnation de cette volonté de séduire la gauche plutôt que le peuple. Et depuis donc ces élections européennes, ce score de 6% catastrophique, j'ai envie de dire que la France Insoumise a un petit peu continué à creuser le sillon de gauche, entre guillemets, qui ne le réussit pas, mais voilà, il y a eu le choix stratégique d'incarner la gauche plutôt que le peuple, il se matérialise dans tout un tas de postures, de défense un petit peu extrémiste des minorités, de complaisance avec l'islamisme, de cette tendance un petit peu de s'engouffrer dans chaque combat sociétal, fut-il extrêmement minoritaire. Et là, à mon avis, ce sont autant d'éléments qui tranche complètement avec l'esprit de 2017 qui était justement axé sur le fait de rassurer la masse des Français. Là, la France Insoumise s'en éloigne. Il n'y a aucun lien formel évidemment entre la France Insoumise et le CCIF. Le CCIF, c'est quand même une organisation ouvertement communautariste, une organisation islamiste qui s'inscrit dans la mouvance des frères musulmans. Donc évidemment que la France Insoumise ne s'associe pas officiellement au CCIF, et ni officieusement d'ailleurs. Le problème qu'il y a avec la France Insoumise, c'est sa complaisance envers le CCIF, c'est-à-dire que les Insoumis ont abandonné peu à peu l'intransigeance de leur laïcité, qui était pourtant une des marques de fabrique de Jean-Luc Mélenchon, et il y a quand même une forme d'indulgence un petit peu troublante à l'égard du CCIF. Il faut rappeler que en novembre 2019, il y a eu la marche contre l'islamophobie. C'est le CCIF, entre autres, qui a appelé les organisations et les citoyens à venir marcher, et la France Insoumise a suivi. La France Insoumise répond à l'appel d'une organisation qui s'inscrit dans la galaxie des frères musulmans. C'est quand même assez troublant. La France Insoumise invite à ses universités l'été des personnalités qui soutiennent le CCIF, qui signent des pétitions de soutien
à des islamistes, qui s'en prennent à des apostats sur les réseaux sociaux en les accusant d'être islamophobes. Donc voilà. Et par exemple, dans l'actualité ces derniers jours, il y a quand même un élément troublant. Il y a eu une perquisition dans une mosquée radicale du 11e arrondissement de Paris qui s'était inscrite dans une filière de djihadistes. Et vous pouvez aller voir sur Twitter, il y a toute la France insoumise qui s'insurge contre cette perquisition. Donc voilà, la France insoumise n'est pas un parti islamiste, évidemment. Par contre, on peut vraiment interroger cette indulgence un petit peu troublante envers l'islamisme. C'est toujours assez troublant de regarder le parcours de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis sur la question de la laïcité, puisque on a l'impression que si c'était une histoire de principe, déjà, il serait resté fidèle à la laïcité qu'il a toujours défendue dans sa carrière politique, mais même d'un point de vue, entre guillemets, opportuniste et purement électoral, il se coupe d'une immense partie des Français en prenant cette posture-là. Donc, comment l'expliquer? À mon avis, il y a un facteur numéro un qui est que beaucoup de députés insoumis ont été élus dans le 93, où, par exemple, la sphère militante liée aux indigènes de la République est très puissante. Donc on peut penser que déjà, de part de la personnalité des députés insoumis élus dans le 93, et en plus de la sphère militante qui tourne autour, ça a pu avoir une influence. Ensuite, il y a toute une partie de la France insoumise, notamment je pense au député Éric Coquerel, qui estime que les 600 000 voix qui ont manqué à Jean-Luc Mélenchon en 2017, elles se trouvent dans les quartiers populaires. Ce qu'on appelle les quartiers populaires, qui sont en fait les banlieues françaises. Alors déjà, c'est une analyse qui est quand même assez contestable, mais en plus, se dire que en se lançant dans une complaisance totale à l'égard de l'islamisme, on va récupérer ces 600 000 voix dans les quartiers populaires, c'est quand même assez audacieux, mais il semble que cette réflexion ait en partie influencé Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, et à mon avis c'est un sujet qui est extrêmement important quand on aborde tous les partis de gauche, y compris la France insoumise, il ne faut pas sous-estimer la tendance qu'ont les partis de gauche à se laisser capturer par une espèce de petite bourgeoisie intellectuelle de gauche qui en fait est vraiment à milieu des préoccupations des gens ordinaires, des catégories populaires, mais qui a une influence considérable sur la ligne politique et les discours et même les représentations mentales des dirigeants de gauche. Et donc à mon avis, mon livre pose aussi cette question-là, c'est comment une sphère, une petite bourgeoisie urbaine progressiste qui en fait symbolise la coupure entre la gauche et les classes populaires, peut influencer une formation politique et la conduire à adopter une ligne qui est catastrophique en termes de résultats électoraux. Alors déjà, pour conquérir une majorité électorale, même au-delà de la question d'un parti politique, il faut toujours mettre d'accord des gens qui ne le sont pas. C'est-à-dire que personne ne peut réunir plus de 50% des suffrages dans un pays sur une ligne politique où tout le monde serait d'accord. Il s'agit toujours de réconcilier des contraires, de faire des compromis, de convaincre des gens pour des raisons différentes de voter pour soi. Après, ce qui est troublant dans le cas de la France insoumise, c'est qu'on a Jean-Luc Mélenchon extrêmement laïque, entouré de personnalités qui sont tout à fait républicaines, je pense à Alexis Corbière, Adrien Quatennens, il y en a plein d'autres, qui se disent, bon, au lieu de mettre une muraille à l'entrée en disant il faut être extrêmement laïque et républicain pour rentrer à la France insoumise, on va accepter que des gens qui ont des convictions extrêmement différentes rentrent en espérant un petit peu les convertir à ce républicanisme. Dans la pratique, c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'habileté tactique de certains. Il y a quand même pas mal d'insoumis qui ont été formés dans le trotskisme, donc je pense que l'entrisme, c'est pas quelque chose qui leur est totalement étranger. Et en réalité, on peut constater que la laïcité a nettement reculé depuis 2017 au sein de la France insoumise, et que des discours intersectionnels, voire à connotation indigéniste, ont vraiment le vent en poupe. Et est-ce que Jean-Luc Mélenchon a perdu le contrôle? Difficile de le dire, puisque maintenant il défend bec et ongle les gens qui tiennent ces discours-là, et qu'il traite de nationalistes ou d'identitaires des personnes qui défendent la laïcité. Donc est-ce qu'il a changé d'avis? Ça, personne ne le sait, il faut être dans la tête de Jean-Luc Mélenchon pour le savoir. En tout cas, il donne l'impression, lui, d'avoir toujours le contrôle de son mouvement, mais dont la ligne politique a évolué et pas du tout dans le sens de la laïcité. La question du clientélisme de Jean-Luc Mélenchon, elle peut se poser. Ceci dit, moi, j'apporte pas de preuves formelles et je ne suis pas du tout catégorique sur l'idée que Jean-Luc Mélenchon est devenu quelqu'un de clientéliste, qui drague les musulmans pour qu'ils votent tous pour lui. À mon avis, d'ailleurs, ce serait un mauvais calcul parce qu'il y a quand même, à mon avis, une faible part d'électeurs musulmans qui seraient convaincus par une ligne totalement complaisante envers l'islamisme. Donc, la question de l'intérêt électoral, elle peut se poser, puisque effectivement, quand on voit Éric Coquerel qui dit les 600 000 voix, elles sont dans les quartiers populaires,
Là, au moins, c'est clair, hein, la question elle est posée, il va falloir draguer ses électeurs et on sait comment. Ceci dit, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il s'est aussi convaincu qu'il y avait une partie des gens qui se disaient laïcs, mais qui en fait n'étaient que des gens anti-musulmans. Et il se sent visiblement le besoin de défendre les musulmans, quitte à verser dans la complaisance à l'égard de l'islamisme, ce qui effectivement est très surprenant eu égard à son parcours politique, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir une forme de sincérité chez lui dans cette position-là. Jean-Luc Mélenchon, en fait, les Gilets jaunes, ça aurait dû être une aubaine pour lui, parce que c'est le grand mouvement populaire qu'il appelait de ses voeux, et si on regarde ensemble les propositions des Gilets jaunes qui sont parvenues au début du mouvement, honnêtement, les similitudes avec le programme L'Avenir en commun sont vraiment frappantes. En réalité, il aurait dû être capable de surfer sur ce mouvement-là, mais à ce moment-là, il avait déjà, depuis plusieurs mois, enclenché le retour à gauche de la France Insoumise. Donc à ce moment-là, il y avait déjà Manon Aubry qui était tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes. Donc forcément, il y a eu cette difficulté qui est que les Insoumis ont voulu incarner les Gilets jaunes, et en réalité, ils ont même réussi à influencer les Gilets jaunes, mais pas de la bonne manière, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai travail de la France Insoumise pour que les Gilets jaunes ne se dirigent pas vers le Rassemblement National, mais LFI. Mais au passage, ils ont converti les Gilets jaunes à pas mal de codes et de références un petit peu gauchistes. Et par exemple, le fait d'être dans une esthétique très contestataire, de manifestations un petit peu violentes et voire désespérées, eh ben c'est en partie un résultat du travail d'influence de LFI. Mais en fait, ça n'a pas contribué à booster la France Insoumise, ça a contribué à faire perdre du terrain aux Gilets jaunes. C'est ça le comble en fait du rapport entre la France Insoumise et les Gilets jaunes. On ne sait jamais en politique, c'est toujours incertain, il peut toujours se passer beaucoup de choses. Ceci dit, Mélenchon est dans une bien plus mauvaise position aujourd'hui en 2020 qu'en 2017, et notamment parce qu'il a fait un choix stratégique. Il avait deux options, si on résume un peu grossièrement. C'était soit de devenir encore plus populiste, entre guillemets, qu'en 2017, donc en adoptant un discours plus patriote, peut-être en prenant une inflexion sur des thèmes comme la sécurité ou l'immigration. Ça, c'était le choix numéro 1. Et il y avait un choix numéro 2 qui était se ranger dans on va dire le carcan, mais se ranger dans le giron de la gauche traditionnelle. Et donc là, c'était un petit peu l'inverse. Ça supposait d'être moins souverainiste, de moins insister sur des aspects patriotes dans son discours, et puis de faire une inflexion un petit peu inverse sur les sujets dont j'ai parlé, c'est-à-dire immigration, être plus pro-immigration, mettre la pédale douce sur la laïcité, puis de manière plus anecdotique, adopter des codes de la gauche, par exemple l'écriture inclusive qui est apparue dans tous les documents de la France Insoumise depuis 2017. Et en fait, vu que Jean-Luc Mélenchon a plutôt privilégié cette option-là, en pensant que ça lui rapporterait stratégiquement, ce qui a priori était une erreur tactique, eh ben ça paraît compliqué pour lui d'espérer être ce candidat du peuple en 2022. L'écart s'est creusé entre le peuple et Jean-Luc Mélenchon entre 2017 et 2020. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui a toujours créé un petit peu des nouveaux jouets politiques dans sa carrière. À la fin des années 80, il avait créé le courant gauche socialiste avec Julien Drey au PS. Ensuite, c'est lui qui a quitté le PS en 2008, il a créé le Parti de gauche. Ensuite, il a lancé la France Insoumise. Donc, il a toujours eu cette volonté de relancer un petit peu, de créer une impression de dynamique, de renouveau, en bâtissant des nouveaux mouvements. Après, sur le fond, ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que ce sera toujours Jean-Luc Mélenchon, le chef incontesté, ses fidèles autour de lui, et l'intendance doit suivre quelque part. L'idée de la Fédération populaire, c'est de concilier les deux dynamiques. C'est-à-dire que c'est quand même d'enclencher un désir du nom de la gauche, parce que c'est quand même ça la Fédération populaire, c'est-à-dire que la gauche discute autour de sujets de fond et arrive à se mettre d'accord sur un programme commun. Donc ça, c'est quand même l'idée de la Fédération populaire. Mais Jean-Luc Mélenchon a bien compris que les gens repoussaient le côté discussion entre appareils qui est contenu dans l'idée même du nom de la gauche, et du coup il propose cette espèce de formule hybride de fédération populaire où en gros syndicats, intellectuels, partis politiques, on discute, on se met d'accord sur les sujets et on arrive avec une plateforme commune. Ceci dit, c'est une ambition complètement utopique que de penser qu'il y aura une fédération populaire de toute la gauche qui va se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon en 2022. Jean-Luc Mélenchon se méfie de François Ruffin. Est-ce qu'il en a peur? C'est une autre paire de manches. Je pense que la question d'une candidature de François Ruffin en 2022 se pose beaucoup moins qu'il y a quelques mois. François Ruffin a toujours été quelqu'un qui était un électron libre dans la France Insoumise. Il n'a pas été élu
comme personnalité de la France Insoumise. C'était un ensemble de partis qui le soutenaient. C'est quelqu'un qui est un petit peu en décalage. Il a son propre réseau, grâce à son journal Fakir notamment. Il joue un peu sa propre partition. Ceci dit, les Insoumis ont bien conscience que même si c'est quelqu'un de très talentueux, de très charismatique, même qui peut atteindre un niveau de popularité qui est similaire, voire supérieur à celui de Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis considèrent qu'il n'a pas l'épaisseur de Mélenchon, que c'est pas quelqu'un qui a vocation à être candidat à la présidentielle, à faire président, comme on dit, comme Jean-Luc Mélenchon. Donc finalement, il y a un petit peu de méfiance, il y a aussi de la bienveillance, voire de l'admiration envers François Ruffin, mais aucun insoumis ne pense sérieusement que François Ruffin va essayer de dégager Jean-Luc Mélenchon de la course à 2022. On peut douter de cette intention-là. Ceci dit, il faut quand même saluer le courage des Insoumis en 2016-2017, puisque les Insoumis ont été les premiers à dire clairement les choses, c'est-à-dire qu'un programme économique de gauche dans le cadre de l'Union européenne, c'est impossible. Et ça, ils ont eu l'aplomb de le dire, de l'affirmer et de bâtir une stratégie qui consistait à dire soit on change l'Europe, soit on la quitte pour faire notre politique économique. Ce discours-là, il a quand même pas mal changé depuis 2017, puisque dans un désir justement de séduire les électeurs modérés qui sont plus favorables à l'Union européenne, Jean-Luc Mélenchon a fait un petit peu évoluer la ligne de la France Insoumise. On a arrêté de dire l'Europe, on la change ou on la quitte. On dit maintenant il faut sortir des traités européens. Et moi, je me rappelle d'un entretien qui était fait pour Marianne, c'était en 2018, où Jean-Luc Mélenchon clairement a dit le rapport de force a changé au sein de l'Union européenne. On n'a plus besoin de faire autant peur aux Allemands. Maintenant, on va grosso modo abandonner l'idée d'un Frexit. Donc l'idée d'un Frexit ne sera plus portée par la France Insoumise désormais. Mais il y a quand même toujours cette veine un petit peu souverainiste de contestation de l'Union européenne qui distingue la France Insoumise d'Europe Écologie Les Verts ou du PS. Il y a plusieurs options pour Jean-Luc Mélenchon. Il pourrait revenir à la fibre populiste républicaine, jacobine de 2017. Ce serait beaucoup plus compliqué qu'en 2017, puisque entre-temps, il y a eu ces années que je décris dans mon livre qui font qu'il s'est éloigné, qu'il a déçu beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut faire le yo-yo idéologique tout le temps? C'est une question qu'on peut se poser. Après, ce qu'il peut aussi faire, c'est espérer incarner une union de la gauche. Là aussi, c'est un petit peu difficile parce que les socialistes et les écologistes ne voudront jamais se ranger derrière lui. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ceci dit, il ne faut quand même pas oublier que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui a un socle très fort derrière lui. Il y a des gens qui voteront toujours pour lui, qui l'apprécient beaucoup, et que c'est quelqu'un qui est extrêmement bon en campagne. Donc, Mélenchon est tout à fait capable de créer une dynamique et de monter dans les sondages et de devenir peut-être le troisième, voire le quatrième homme. Après, ça me paraît compliqué pour lui quand même de rattraper l'écart qu'il y a avec Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, parce qu'il ne s'est pas servi des années entre 2017 et 2020 pour combler cet écart-là. Après, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui peut avoir des phases de grosse déprime et qui peut vraiment être complètement à plat et se dire qu'il ne va pas y arriver. Et d'ailleurs, il fait sentir ce découragement de manière très forte à son entourage. Après, à mon avis, il a toujours eu l'idée de se représenter en 2022 pour la troisième fois. Il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui est un admirateur absolu de François Mitterrand. François Mitterrand a gagné la présidentielle à la troisième tentative. Donc je ne dis pas que ça va arriver à Jean-Luc Mélenchon, mais à mon avis, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, n'a jamais douté qu'il se présenterait en 2022. Ceci dit, c'est quelqu'un de lucide, Jean-Luc Mélenchon, il sait très bien que ses chances de gagner sont faibles.